Mais alors attends, du coup, moi je pousse un peu la discussion parce que là tu me parles de Dame, de Donovan Mitchell et de Trae Young qui pour moi réalisent des meilleures saisons de Brunson, mais pour moi il y en a un autre qui réalise aussi une meilleure saison de Brunson, c'est Darius Garland. C'est vrai, on Et l'oublie aussi. Mais... si demain il devait y avoir un choix en toute objectivité et que sur la saison qui se fait tu dois envoyer l'un des deux, tu enverrais quand même Brunson? En tant que fan des Knicks, je vais te répondre Non, oui. j'ai dit en toute objectivité. J'ai pas dit en tant que fan des Knicks. Honnêtement, si Garland est All-Star et on prend vraiment le scénario où Jalen n'est pas envoyé All-Star Game, de toute façon, il y aura des débats, mais ça ne sera pas un vol. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, parce que c'est la première vidéo de l'année 2025, je vous souhaite une très très bonne année 2025 à toutes et à tous. Bien évidemment, les clichés d'habitude, la santé, le bonheur, l'argent, bref. En tout cas, que cette année soit belle et douce pour vous et pleine de basket. Pour bien commencer cette année 2025, j'ai la chance d'être avec Chapi, un fan des Knicks, un grand fan des Knicks et un grand spécialiste des Knicks. Salut Chapi, comment tu vas? Salut à toi. Bah écoute, ouais, ça va, tout va bien. Hein. Tout va Tout va bien, tout bien. va bien. Tout va bien comme un Knicks, hein, finalement, un joli début de saison. Je suis content de te retrouver, Chapi. J'ai eu la chance, tu as eu, entre guillemets, la gentillesse de m'inviter sur l'un de tes spaces que tu fais régulièrement sur Twitter tous les mardis, si je dis pas de bêtises, pour parler un petit peu de l'actualité des Knicks. Bah écoute, je te laisse entre guillemets the floor is yours. Parle-nous un petit peu de ton actualité, parle-nous un petit peu de ce que tu fais autour de l'actualité des Knicks. Bah écoute, c'est assez simple. Tous les mardis, on se rejoint donc sur le réseau X pour faire un space. Le but, en fait, c'est pendant une petite heure, de 19h à 20h, de discuter de l'actu des Knicks, de faire un petit focus sur un sujet tactique. Ça peut être sur un joueur en particulier ou sur un adversaire qu'on a affronté ou qu'on va affronter. Et puis de faire venir un maximum de fans des Knicks, mais d'ouvrir aussi à tous les fans de basket et de NBA. Donc c'était pour ça aussi que je t'avais contacté pour venir discuter et je te remercie de ta présence. Donc voilà, c'est la grosse, on va dire la grosse actu et le boulot qu'on essaye de faire avec la Knicks Nation France, qui est aussi bien dynamique, une association qui fait des événements pour se faire des voyages au Garden, déjà en premier lieu, et puis aussi pour mater des matchs sur Paris avec toute la communauté Knicks. Donc on avait essayé de lancer aussi cette petite nouveauté tous les mardis. Ouais, c'est très très cool. Vous faites du très bon boulot et vous êtes une des fanbases vraiment sympas à suivre sur les réseaux, que ce soit sur Twitter. Moi, j'avais eu la chance aussi de voir pas mal de l'équipe de la Knicks Nation sur différents événements, notamment ceux de Trash Talk. Donc toujours un plaisir de pouvoir vous côtoyer. Écoute, Chapi, je pense que les gens auront compris la thématique du jour. On va parler des New York Knicks. Écoute, je te propose qu'on se lance tout de suite. Que penses-tu du début d'année, du début de saison 2024-25 de ces Knicks, aussi bien sur les trades qui ont été faits cet été, donc le renforcement de l'effectif, et sur le niveau de jeu global de l'effectif? Bah, il faut déjà savoir que la communauté Knicks, c'est une communauté exigeante. Donc, quand tu vois passer sur les réseaux tout ce qui se passe, c'est un peu, voilà, tout est exacerbé. Donc, on va essayer de tempérer tout ça et de se dire qu'on vit un début de saison qui est vraiment à la hauteur des attentes. Quand on a eu des discussions en juillet et août, on est vraiment dans les temps de passage. On a même des raisons, voilà, de positiver. Évidemment, il y aura aussi des choses à revoir. On en discutera dans cette vidéo. Mais moi, j'ai envie de sortir du positif. C'est un début de saison qu'on n'a pas vu depuis des années. Et puis on arrive à voir aussi un groupe qui commence à se connaître et à faire des choses intéressantes sur le parquet. Donc voilà, positif, c'est le mot que je vais utiliser pour qualifier ce début de saison. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, pour donner quelques chiffres, pour revenir ouais, sur quelques chiffres, donc les Knicks pour l'instant sont 3e de la conférence 7, un bilan de 25-13, donc Oui, 25-13 tout à l'heure, c'était je te bon. dis des Ouais, bêtises. 35-12, vous seriez devant les Cavs. Ouais, non, puis attends, c'est parce que j'ai plein de notes devant pour l'heure et je me suis embrouillé, désolé. C'est bien, ça veut dire que tu as bien bossé, donc ça, il n'y Ouais, a pas ouais, de problème trop là-dessus. bossé. Au niveau des ratings, un rating, enfin, pour moi, il y a eu quand même ce côté surprise.
on savait que les équipes de Tibbs étaient généralement des très bonnes équipes défensives. Ça l'a été pendant plusieurs années, notamment avec les Knicks. Là, pour le moment, les Knicks ont le 15e rating défensif de la ligue en encaissant 113,3 points par match. Mais par contre, c'est le 3e rating offensif de la ligue avec plus de 120 points par match. Donc, un différentiel, un net rating de plus 7,5 qui vous classe top 5. C'est vraiment positif finalement. On sent que ce qui a été fait, les mouvements de l'été sont validés par les bons résultats. Leon Rose a encore une fois plus que bien bossé et Thibodeau arrive à utiliser ses armes. En ce sens, il y avait eu pas mal de discussions autour du gros contrat qui avait été donné à OG, du recrutement de Mikal. Qu'est-ce que tu penses, toi, et globalement de ces arrivées? On reviendra sur le cas de Karl Anthony Towns un peu plus tard, mais pour débroussailler un petit peu le terrain, qu'est-ce que tu penses de l'effectif des Knicks à l'heure actuelle? Bah, l'arrivée de Mikal, pour moi, elle est positive. Les gens ont le prisme de juger ce trade par le nombre de pics qui ont été lâchés. Maintenant, le joueur, lui, ne maîtrise pas ce détail. Lui, là, avait simplement envie de revenir jouer avec des joueurs qu'il connaît par cœur depuis la fac. Le projet, je pense, ben voilà, l'intéresse. Il arrive dans un groupe et il s'y intègre, je trouve, de manière plutôt positive. On en reparlera. Du côté d'Oji, ben on sait que c'est un joueur qui était très demandé, notamment par Philly. Le tarif peut paraître un peu exorbitant pour certains fans qui suivent le basket. Maintenant, on sait très bien que des contrats comme celui-ci, ils vont être monnaie courante. Et puis, ben, je préfère voir OG à 40 millions de notre côté plutôt que de le voir du côté de Philly ou dans d'autres équipes qu'on devra affronter. Donc, il est pas blessé. Il joue tous les matchs. Il joue beaucoup de minutes. Donc là encore, c'est positif parce que en juillet-août, j'ai souvenir qu'on discutait, oui, mais si OG se blesse, oui, mais si on a une saison à 30 matchs, bah écoute, pour l'instant, il est sur le terrain, il joue et il joue plutôt bien. Donc pour moi, ce sont des recrutements qui sont cohérents. Ouais, carrément, carrément, on touche du bois. Pour le moment, c'est vrai que OG était quand même un joueur assez injury prone à Toronto. Là, depuis qu'il est arrivé aux Knicks, il esquive les blessures. On sent et pourtant, malgré les grosses mines que lui donne Tibbs, on sent que dans la gestion de son corps, il y a du taf, je pense, qui a été fait dessus. Il y a un renforcement musculaire qui a été bien géré. Puis il y a un staff médical qui gère bien aussi du côté des Knicks. De toute façon, il faut un bon staff médical quand t'as coach Thibodeau aux manettes. Euh, Avant de faire le petit focus sur Kat, qui est l'un des gros focus, l'un des gros points positifs de la saison, je te propose qu'on poursuive un petit peu sur Mikal Bridges. Mikal qui a été un petit peu décrié. Tu en as parlé sur la quantité de tours de draft qui avait été donné à Brooklyn pour le récupérer. Il y avait eu pas mal de discussions autour de la mécanique de son shoot qui avait été changée cet été. On a senti un début de saison un petit peu compliqué où Mikal devait, entre guillemets, retrouver un nouveau rôle parce qu'à Brooklyn, il était presque le franchise player, mais un rôle qui lui convenait pas. Là, il fallait qu'il se réadapte à un rôle de deuxième, troisième, quatrième lame à côté de Brunson, Kat, OG et toute la clique. Et là, tu sens que depuis un mois et demi, il a vraiment pris en confiance. Il monte aussi lui aussi petit à petit. Il retrouve le niveau de Mikal qu'on connaissait notamment à Phoenix. Et il y a aussi cette dynamique d'une vraie bande de potes. On les voit beaucoup rigoler ensemble sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution de Mikal Bridges au cours de cette saison? Alors spoiler alerte, vous êtes face à quelqu'un qui va pas être objectif sur le sujet. Voilà. Non, pour essayer, voilà, d'être le plus objectif possible, j'ai mes notes et cette fois-ci, je vais pas me tromper dans les chiffres. Mikal Bridges, c'est 49% au shoot. C'est sa meilleure saison depuis 4-5 ans. Donc période Brooklyn et Phoenix comprise. 34% à 3 points. C'est là-dessus qu'on va pouvoir débattre aussi. C'est en baisse par rapport aux saisons précédentes. Ouais. Si maintenant je prends que le shoot à 2 points, 62%, ce qui fait que c'est sa 3e meilleure saison sur les 7 qu'il a disputées. Mhm. Et puis, bah, c'est un apport, comme tu le dis, déjà au sein du groupe. Je pense que c'est quelque chose qui emmène un liant, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et puis, un apport défensif qui est de plus en plus intéressant. J'avais un petit bémol en début de saison. Je le trouvais un peu poussif. Même quitte à surjouer en défense. Et là, je trouve qu'il a trouvé ses marques, que ce soit offensivement et défensivement. Il est dans un rôle plus de mid-range, plus agressif au cercle aussi. Et ça, moi, ça me va. Je l'attends pas dans un rôle de shooter à 3 points. Je le vois pas comme un joueur élite dans ce domaine. Mécanique de shoot ou pas, pour moi, je pense que là où il est le meilleur, c'est un peu sur ce qu'on a vu sur le match de Noël, c'est-à-dire chercher du mid-range, agresser le cercle et défendre dur. Si on a ces ingrédients, pour moi, ce sera
le Mikal version Knicks qui est la plus désirée. Je suis content que tu en parles de ce match puisque c'est peut-être son match référence de la saison et c'est peut-être là que, même si les quelques matchs qui avaient précédé cette confrontation contre les Spurs, on sentait déjà une montée en puissance de Mikal personnellement, individuellement. Je pense que c'est un match clé pour lui, un match fondamental qui a remis un petit peu l'église au centre du village. Tu parles aussi de l'aspect défensif. En ayant discuté avec pas mal de fans des Knicks et avec les copains Azad et Baptiste, on avait senti et on avait constaté pas mal de problèmes défensifs, surtout au niveau off-ball. Dans ses déplacements, il y avait des choses qu'on n'avait pas encore vues de sa part. C'est une sorte de manque de compréhension un petit peu de certains mouvements. Et finalement, c'est vrai que là aussi, il y avait un réel besoin d'adaptation, d'intégrer un effectif où finalement, il faut apprendre à jouer à côté de Giannunobi, il faut apprendre à jouer à côté d'un pivot qui n'est pas un élite défenseur, et à côté d'un meneur qui va pouvoir faire le taf, mais qui va aussi pas être forcément un élite défenseur. Donc, un rôle clé à ce niveau-là. Et encore une fois, tu l'as très bien dit, Michael Bridges, c'est pas un 3&D, c'est pas un shooter à 3 points élite qui prend 8 ou 7 ou 8 tirs à 3 points par match. Par contre, c'est un mec qui va être efficace pour agresser le cercle. C'est un mec qui, sur le mid-range, est impressionnant. J'ai quelques buzzer beaters en tête là de mid-range au cours de la saison sur certains cartons où il sort des shoots assez énormes. Et ouais, là, on sent qu'il a compris son rôle. Il tourne à 18 points, un peu plus de 3 rebonds, un peu plus de 3 passes. Tu as parlé des pourcentages. Et moi, il y a une stat que je trouve encore une fois, mais hallucinante. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que Michael Bridges, c'est 512 matchs en carrière. Il n'a jamais raté un match NBA de sa carrière, le mec. C'est ça. Il a passé la barre des 500 il y a quelques temps et il enchaîne. Alors évidemment, même chose hein, quand on est sur les réseaux, tout le monde annonce la fin de série puisqu'il est coaché par Thibodeau. Mais force est de constater qu'il a le plus gros temps de jeu, on en reparlera aussi dans la ligue, et que les matchs s'enchaînent. Et physiquement, c'est assez impressionnant la capacité à répéter les efforts et pour le coup à jouer des deux côtés du terrain parce que c'est un joueur qui se cache pas. Il est ciblé en attaque, il est ciblé en défense. On attend de lui des deux côtés. Donc non, franchement, moi je suis fan de ce joueur, de la mentalité, de ce qu'il dégage sur le terrain. Voilà, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais c'est vraiment moi une signature qui me ravit. Et peu Ouais. importe le nombre de tours de draft, c'est un joueur je préfère aussi l'avoir chez moi que en face. Ouais, bien évidemment. De toute façon, avec OG, on sait que c'est deux des profils les plus prisés dans cette NBA moderne parce qu'on connaît tout le panel et toute la polyvalence de ce genre de joueur. Donc, c'est quand même, enfin, et notamment si on se projette un petit peu sur les playoffs, c'est quand même une réelle plus-value d'avoir les deux dans le même effectif plutôt que les avoir en face. C'est évident. Chapi, je te propose qu'on enchaîne sur ce qui est peut-être à l'heure actuelle le meilleur joueur de la saison des Knicks qui a été recruté cet été. On parle bien évidemment du gros chat, Karl Anthony Towns. Déjà, dans un premier temps, quand on regarde la saison de 4 et quand on regarde la saison de Randle, pour le moment, on peut dire que les Knicks sont les gagnants du trade. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Je, bon, bref, on va pas parler de Minnesota parce que les pauvres, c'est dur Compliqué. pour eux. C'est dur pour eux. Quand on voyait la fin de saison et la saison globalement de 4 l'année dernière et leur envoyer ce qu'est Julius Randle actuellement, c'est pas évident. Avant de te lancer sur le sujet, je vais te donner 2-3 petites stats. Donc 4 depuis le début de saison, c'est 35 matchs joués, 25 points, 25,3 points de moyenne, 14 rebonds, plus de 3 passes, 55% au shoot, 45% à 3 points. Vas-y, régale-toi, parle-nous de ton All-Star. En fait, ouais, futur All-Star, sans doute, au vu des premiers retours, et ça serait mérité. Bah, moi, je vais ajouter des stats aux stats. Je suis tombé là-dessus ce matin. Donc, sur ces 35 premiers matchs, on s'est amusé à regarder un petit peu combien de joueurs étaient sur les bases de ce qu'est en train de réaliser Kat. Ils sont 3 à l'avoir fait avant lui. Shaquille O'Neal, Moses Malone, Karim Abdul-Jabbar. Ça permet de mettre un peu en contexte, même si aujourd'hui on est dans l'ère de la statistique à outrance. Donc des joueurs qui sont à 25 points, 14 rebonds sur les 35 matchs de la régulière pour ces premiers matchs. Voilà, ils sont 4 et il intègre ce quatuor avec des noms. Voilà, je vais pas vous présenter ces joueurs, ça vous place le niveau de performance. Et puis Alors juste, la vitesse, pardon, je te ouais, coupe juste et je finis. La vitesse à vas-y. laquelle il s'est intégré dans ce groupe, c'est hallucinant. Impressionnant. Non, non, impressionnant. Juste pour garder toute proportion et attention, les Knicks, ne vous enflammez pas. Un 4 qui rentre dans ce genre de débat-là,
Ça veut pas dire qu'il finira top 15 all-time. Calmons-nous. Surtout que Kat a tendance souvent à dire que c'est le meilleur pivot shooter de l'histoire. Voilà. On se détend. Mais par contre, ce qui est sûr, et je te rends la main, en termes d'intégration, de vitesse d'intégration et de, comment dire, d'alchimie avec son meneur de jeu dont on parlera après, qui est Jalen Brunson, enfin, c'est le fit parfait pour Kat. Ouais. Offensivement, effectivement, c'est un duo qui fonctionne bien. Ça se ressent aussi dans les statistiques de Kat. Il marque 2 points de plus par rapport à ses moyennes en saison, Ouais. par rapport en carrière. Il prend 3 rebonds de plus, ce qui est en moyenne quand même assez énorme. Et je me suis amusé à regarder, ce sont pas des rebonds offensifs, ce sont surtout des rebonds défensifs. Il est sur les mêmes passages au niveau des rebonds offensifs. Et ce duo se trouve bien, le jeu en pick and roll est de plus en plus intéressant. Il ouvre des lignes de drive pour Brunson. Et heureusement, parce que les pourcentages en ce moment pour Brunson au shoot sont pas dans les standards attendus. Et puis non, ils ont une relation qui fonctionne très bien. Ce jeu au large, qui convient très bien à Karl Anthony Towns, à 45% à 3 points, c'est énorme. Hein. Et il a posé des. En fait, il nous habitue à des lignes de stats qui sont incroyables. Et en fait, depuis qu'il est au Knicks, on se lève le matin où on regarde le match en direct et on voit du 27-14, du 44-18 et on se dit ouais, ok, normal. Enfin, et on banalise le truc. Donc offensivement, c'est une machine. Maintenant, voilà, défensivement, alors oui, il y a des choses à redire, mais quand on recrute Karl Anthony Towns, on sait aussi quel joueur on signe, on sait ce qu'on va gagner en attaque et ce qu'il va falloir reprendre en défense. Mais la vitesse à laquelle il s'est intégré à ce groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors, non, franchement, on est, je pense, oui, effectivement, les grands gagnants du trade et on voit aussi, là aussi, le coaching de Thibodeau, à mon avis, n'y est pas pour rien. Ah non, c'est sûr, c'est évident. Quand on voit la facilité d'intégration, tu en as très, très bien parlé, la rapidité avec laquelle Kat a réussi à se mêler parfaitement à ce groupe-là, offensivement, tu l'as très bien dit, défensivement, et ça va nous mener à la transition à la discussion suivante. Il faut aussi rendre les lauriers à coach Tibbs, qui fait quand même du bon boulot offensivement, qui a réussi à mettre certains mouvements de balle et une certaine fluidité dans le jeu offensif qu'on n'avait pas vu jusque-là quand il était coach des Knicks. Donc bravo, et on sent quoi, le fit est excellent. Sur l'aspect défensif, c'est cool, ça nous donne la transition. On annonce le retour de Mitch Robinson qui n'a pas joué depuis le début de saison. Donc Mitch Robinson, le pivot des Knicks, devrait bientôt faire son retour. Avec le départ d'Isaiah Hartenstein cet été, c'est vrai que le secteur intérieur des Knicks était assez dépeuplé. Il y a eu des bonnes minutes de Precious Achiuwa qui arrive à dépanner de temps en temps. Je pense qu'on va pas trop parler de Jericho Sims dans cette vidéo parce que personnellement, je suis pas un grand fan et voilà, il est sympa mais pas plus. Toi, à quel point tu attends le retour de Mitch Robinson et est-ce que je lance la discussion tout de suite. Est-ce que pour toi, le retour de Mitch Robinson signifie la titularisation d'un nouveau poste 5 défensif et du coup 4 en poste 4 et du coup, qui on met sur le banc dans ce cas-là? Ou alors, est-ce qu'on réintègre Mitchell Robinson en sortie de banc sur la fin de saison et on essaye de garder cette alchimie du 5 actuel? Alors, je pense que mes réponses vont être soumises à beaucoup de commentaires. Je vais essayer de me placer du côté de pas ce que je pense moi, mais de ce que Tips pourrait faire au vu de ce qu'il a mis en place depuis plusieurs matchs. Le retour de Mitch, j'ose espérer que ça ne sera pas un retour pour un trade. Je pense que ce joueur, il faut le conserver cette saison. Et il faut trouver la place qui sera la sienne dans cet effectif et arrêter de faire bouger l'effectif qui a été changé et remodifié beaucoup trop. Ça, c'est la première chose pour moi, parce qu'il y a beaucoup de débats aussi sur est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le trade, est-ce qu'on va chercher des joueurs. Pour moi, il faut le garder. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de lui? Je pense que vu son niveau de forme et son passif avec les blessures, je n'imagine pas Tibbs l'intégrer dans le 5 majeur, en tout cas pas tout de suite. C'est un joueur qui va avoir entre 15 et 20 minutes de jeu maximum pour qu'il retrouve des sensations, pour qu'il puisse valider tout ce qui a été fait avec le staff médical depuis des mois et des mois. Et on n'oublie pas non plus toutes les blessures qui sont les siennes, des fractures de fatigue. On parle
de grosses blessures. Donc j'imagine un Mitch Robinson qui va sortir du banc et un Cat qui va rester vraiment au poste de pivot. Et peut-être dans la deuxième partie de la saison qui arrive très vite, peut-être que Thibodeau va décider d'essayer de faire un petit 5 hybride et de mettre Mitch en 5 et 4, au poste 4. Mais je pense sincèrement que le choix de Thibodeau ne sera pas de mettre Mitch Robinson tout de suite dans le 5 majeur. J'espère que cette vidéo ne va pas mal vieillir au moment où je dis ça et que dans 15 jours, 3 semaines, je vais me planter dès le retour de Mitch. Mais et pour répondre rapidement à ta dernière question, si Mitch Robinson prend la place du 5 et que Kat glisse au poste 4, qui sortirait du banc? Je pense que ça serait plutôt un Josh Hart pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu poses beaucoup de pics de draft pour aller chercher un Mikal Bridges. Si c'est pour le mettre sur le banc, c'est un mauvais signal envoyé, même si moi, ça me plairait de voir ce qu'il est capable de faire en 6e homme. Et à Josh Hart, c'est un rôle qu'il connaît, c'est un couteau suisse, il sait tout faire. Et sortir du banc avec Thibodeau ne veut pas dire non plus être cantonné à 10 ou 15 minutes. Donc tu peux très bien conserver quasiment le temps de jeu de Josh Hart en le faisant sortir du banc et en arrivant à modifier un petit peu tes rotations de manière à l'intégrer au maximum. Voilà, Ouais, j'essaie d'être synthétique, mais voilà les idées qui sont, entre guillemets, pas forcément ce que moi j'aimerais, mais de ce que j'observe. ouais, ce qui paraît très logique et puis encore une fois, l'important n'est pas de savoir qui commence, mais qui finit les matchs et à quel moment les 5 sont alignés en fonction des confrontations et des adversaires. Quand on connaît la capacité qu'a Mitchell Robinson à se blesser, on sait que c'est un joueur qui est vachement injury prone, et la capacité qu'a Thibodeau à user ses joueurs, c'est vrai qu'en un sens, on souhaiterait que ces minutes soient le plus limitées possible et qu'ils soient utilisés au meilleur moment ou en fait quand les Knicks en auront besoin. C'est-à-dire dans des séquences où il faut faire des stops défensifs, où il faut verrouiller, où il faut vraiment arrêter l'équipe d'en face et après, quand il faut continuer à marquer des paniers et continuer sur une dynamique plutôt offensive, tu peux te permettre de mettre 4 sur le terrain avec OG Mikel qui commence vraiment, comme on l'a dit en début de vidéo, à souder une défense solide. Donc là-dessus, je te rejoins. Et sur le côté sortie de banc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je souhaiterais même limite que ce soit Josh Hart qui reprenne ce rôle en sortie de banc, qui ne veut pas dire qu'il jouera 10-15 minutes, il conservera bien évidemment son temps de jeu. Mais encore une fois, dans les rotations l'année dernière, quand Randle n'était pas blessé, c'était Josh Hart qui sortait du banc avec McBride et tu sentais que les deux aussi avaient une vraie alchimie, se trouvaient très bien sur le terrain. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Tout ça pour dire que ça nous donne la transition sur le sujet suivant, sur l'une des grosses polémiques, bien évidemment, que connaît Thibodeau depuis le début de sa carrière finalement et qui ne cesse de faire discuter les fans d'Enix et les fans NBA cette saison, c'est la surutilisation de ses joueurs. Je vais te donner mon avis et puis après je vais te laisser dire ce que tu en penses. On a souvent entendu parler, les Knicks ont un effectif très restreint, Thibodeau est obligé de faire jouer 30 à 40 minutes ses starters par match. En même temps, on sait que Thibodeau n'aime pas faire trop jouer ses jeunes. Là, Thibodeau, avec le retour de Mitchell Robinson, il a globalement un effectif de 8 à 9 joueurs à utiliser. En sortie de banc, avec le retour de Mitch Robinson, donc tu auras du Josh Hart, tu auras du McBride, tu auras du Achua et potentiellement du Josh Hart ou du Robinson en fonction. Et à la limite, si tu veux donner des petites minutes de temps en temps à Cameron Payne ou à tes rookies, mais bon, là, il faut pas non plus s'enflammer. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Thibodeau doit aussi bosser là-dessus et doit comprendre que pour être réellement opérationnel dans le projet qui est celui des Knicks, de ne pas s'arrêter sur un deuxième tour de playoff, mais d'aller plutôt chercher une finale de conf, est-ce que Tibbs va vraiment commencer devoir à réfléchir à sa gestion des minutes? C'est vraiment un sujet qui déchaîne les passions sur les réseaux et on passe des heures à en discuter en space par commentaires interposés. Des chiffres encore, le 5 des Knicks actuellement a joué 561 minutes. Si on regarde la deuxième équipe qui aligne son 5, qui était, je crois, du côté de la conférence Est, les Hawks, on va tomber à 271 minutes passées sur le parquet, pour vous donner l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Donc vous imaginez ensuite, vous déroulez la suite des équipes de l'Est et vous avez le reste. Au niveau des joueurs, Mikal Bridges est le premier joueur le plus utilisé, Josh Hart est numéro 2, OG numéro 3, Jalen Brunson numéro 7, et chez les pivots, Kat est le pivot qui joue le plus.
Donc effectivement, il y a une surutilisation entre guillemets en termes de chiffres de ce 5 majeur. Maintenant, moi, Thibodeau, c'est un coach que j'adore parce que déjà, il nous fait performer. Plus de Ouais. 200 victoires avec les Knicks. Il est 5e meilleur coach des Knicks de toute l'histoire de la franchise et il pourra s'approcher du podium et de la place de numéro 3 d'ici la fin de saison si des victoires s'enchaînent. Donc ça place aussi le travail qui a été effectué, des bilans qui s'améliorent d'année en année au niveau de la régulière. Maintenant, on va l'attendre en playoff. Donc, il est obligé de construire un groupe rapidement avec un 5 majeur qui ne se connaissait pas, donc il est obligé de leur donner énormément de temps de jeu pour que les automatismes se fassent en vue des playoffs. Ça, c'est une urgence, on va dire. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à responsabiliser les joueurs qu'il a sur le banc actuellement. Il a un banc qui est amputé de McBride depuis beaucoup de matchs. Il a un Mitch Robinson qui n'a pas vu le terrain. On aura un campaign, il faudra lui donner des minutes et il faudra qu'il soit là et qu'il réponde présent comme il l'avait fait l'an dernier en playoff avec Philly, contre nous d'ailleurs. On aura un Landry Shamet qu'on a vraiment mis dans les meilleures conditions. On l'a repris en J-League. On lui a assuré une place dans l'effectif. Il revient. On coupe un joueur pour lui. Donc, c'est qu'on va le voir forcément sur quelques minutes. Donc, tous ces joueurs, il faut les responsabiliser. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a l'impression que ces joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont perdus. Ils sont pas au niveau. Ah, il y a pas de rôle. Ils savent pas Non. quel est concrètement leur rôle. Bah, on en parlait dans ton space de mardi, c'est très intéressant, c'est que on faisait le comparatif, on faisait le comparo avec le banc des Cavs, par exemple. Le banc des Cavs n'est pas forcément beaucoup plus reluisant en termes de nom que celui des Knicks, Mm. mais par contre, les gars connaissent leur rôle, savent à quel moment ils doivent faire telle ou telle chose et on sent que côté Knicks, c'est pas trop ça, quoi. Non, on pourrait prendre aussi l'exemple du Bando KC. Le premier match qu'on a joué contre eux il y a quelques jours, il est criant. Andrew Wiggins Mmh. va rentrer dans la partie. Le quatrième quart-temps, c'est lui qui porte OKC sur ses épaules, alors qu'à côté, il a le futur MVP peut-être de la saison. Mais ce Ouais. mec-là, on sait qu'on lui demande de performer, de rentrer des shoots. Il rentre, bah oui, il a la main chaude, on lui donne le ballon et c'est lui qui fait gagner le match. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore ça. Alors, il y a deux lectures. Et même dans la fanbase des Knicks, on passe notre temps à débattre sur le sujet. Est-ce que notre banc est suffisamment prêt pour la NBA et est-ce qu'il est qualitativement au niveau? Certains vont te dire non. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un banc qui n'est pas forcément pire qu'un autre quand on compare les noms ou même le pédigré des joueurs. Par contre, je pense que dans son utilisation, on pourrait faire mieux et les responsabiliser peut-être un peu plus de manière à faire souffler le 5 majeur et surtout leur donner un rôle qui sera prépondérant en playoff parce que ce banc, on sait très bien qu'avec les playoffs qui vont arriver, le banc et les rotations vont se réduire. Mais il Ouais. faut être capable de faire confiance à tes joueurs. Et c'est ce petit liant qui manque encore, mais ne pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de blessures et que Thibodeau, par le passé, quand j'entends dire il fait pas jouer les rookies ou il fait pas jouer les jeunes, je vais juste vous donner une liste de noms. Emmanuel Quickley, c'est lui qui fait le joueur qu'il est aujourd'hui. R.J. Barrett, il l'a responsabilisé et il a été chercher un très beau contrat à Toronto. Quentin Grimes, demandez aux fans de Dallas ce qu'ils en pensent actuellement. C'est un super joueur qu'on a dû, entre guillemets, sacrifier au moment du transfert de Bogdanovic qui a donné par la suite Michael Bridges. Et puis DiVincenzo, il en avait fait un joueur absolument extraordinaire qui justement est moins performant à Ouais, Minnesota. c'est Et ça, c'est ouais. là aussi où on mesure le travail de Thibodeau. Donc je veux bien entendre toutes les critiques sur le temps de jeu. Je suis le premier à dire on devrait les faire un peu plus souffler, notre 5 majeur. Mais maintenant, il faut arriver à responsabiliser ce 5. Et il faut que ce 5 aussi, ce 5 qui est sur le banc, il arrive à performer. Je prends juste le match précédent contre Toronto. À la fin, on a le banc sur le terrain. On prend moins 13 en 2 minutes. C'est Ouais, pour dire à ouais, quel point ces mecs sont pas encore au niveau, mais ouais. peut-être, voilà. Est-ce que c'est le temps de jeu qui est pas suffisant? Est-ce que c'est le rôle qui leur est demandé qui n'est pas le bon? Voilà, c'est cette équation du banc qui va déterminer la suite de la saison des Knicks. Ouais, ouais, il y a encore du taf à ce niveau-là, mais bon, écoute, je pense que Tibbs a toutes les cartes en main et à chacun va devoir aussi prendre les choses en main, quoi. Si les Knicks veulent passer ce cap fatidique pour aller atteindre les finales de conf, il va devoir falloir les responsabiliser et que chacun tienne le rôle qu'il doit avoir. Moi, je voulais parler d'un dernier sujet avant de partir sur les projections de fin de saison avec toi. On a parlé globalement des
enfin pas des bonnes surprises, mais des bons joueurs sur le début de saison. On en parlait un petit peu en off. Brunson est dans la continuité. Enfin, le début de saison de Brunson était dans la continuité de ce qu'il faisait l'année dernière. Là, on sent un Brunson un peu fatigué, qui est en manque de réussite au shoot, qui est peut-être un peu moins incisif aussi à l'arceau. C'est quoi en fait? Est-ce que c'est le fait d'avoir voulu vraiment mettre 4 dans les meilleures dispositions qui fait qu'il a peut-être perdu un petit peu le mojo et qu'il a perdu la confiance qu'il avait en lui? Ou est-ce que tout simplement c'est un petit coup de mou qui arrive comme ça en NBA? Je pense que on est dans une saison un peu typique de Jalen Brunson, c'est-à-dire qu'on a l'année dernière un Brunson qui commence sa saison de manière assez poussive, surtout au niveau des pourcentages. Ouais. Même si on parle d'un joueur qui performe, mais évidemment. Donc il y avait eu la sélection avec Team USA à ce moment-là. Cette année, on a eu un début de saison qui était plutôt bon en termes de statistiques. Et là, on est un peu dans un creux. Mais il a souvent tendance à finir assez fort ses saisons. Il a une petite gêne aussi au niveau du mollet qui traîne depuis un petit moment. Donc voilà, quand on a une gêne au mollet, que ce soit au shoot, que ce soit sur tous les mouvements, ben ça peut aussi expliquer tout ça. J'avais une petite stat pour le montrer. Les 15 premiers matchs de Brunson depuis le début de saison, c'était 48% au shoot, 40% à 3 points. Depuis 15 matchs, donc les 15 derniers qui ont été disputés, il est à 45% à 2 points, donc on reste dans des standards, 32% à 3 points. Donc c'est clairement des stats qui nous montrent qu'il y a un petit peu de fatigue, et puis des shoots très courts, ce qui dénote aussi cette fatigue. Un joueur qui shoot court, ça montre de la fatigue, ça montre aussi peut-être un petit souci physique. Et puis moi, ce qui m'a aussi alerté un petit peu, ce sont des fins de match qui ont été très mal gérées dans certains matchs de la saison. Je pense à Houston, je pense à un match contre Atlanta, le premier, pas le match du play-in, mais voilà, il perd beaucoup de ballons, il force, il cherche des solutions, et puis il passe à côté, mine de rien, des deux matchs, on va dire, clés de ce début de saison, le match d'Atlanta à domicile pour le play-in, où il passe à côté au niveau des pourcentages et de son application, de nombre de ballons perdus. Et même chose contre OKC. Il a été très 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 bien défendu, un plan de défensif qu'il a mis en difficulté. Donc il va être ciblé aussi. Donc il faut qu'il réponde à tout ça. Moi, je suis pas inquiet. Je surveille quand même un peu la situation de Brunson. Il faut aussi être objectif en tant que fan. Quand un joueur est moins bon, il faut le dire. Et c'est le cas en ce moment de Jalen Brunson. Maintenant, la confiance, moi, je la perds pas, et je lui fais confiance pour finir la saison de manière intéressante et nous amener en play-off avec tout ce qu'il a su faire l'année dernière. Voilà, je suis pas inquiet. Ouais, bien sûr, il y a une dramatique encore pour le franchise player. On le sent, de toute façon, on le sent, on a très bien parlé sur les shoots un peu courts, on le sent diminuer physiquement, on le sent pas au top, et puis l'absence de McBride fait que pour le moment, il n'y a pas trop d'autres options. Quand Brunson est un peu diminué et que ton banc est moins performant, alors Mikal peut remonter la balle, OG peut remonter la balle, Josh Hart peut remonter la balle, mais non pas les capacités et non pas les qualités offensives et de création que possède Jalen Brunson. En ce sens, moi, je voulais te poser une petite question. Je me la suis préparée, celle-là. Je mets de côté la Melo Ball qui va être starter. Est-ce que Jalen Brunson va être All-Star? Alors, c'est une très bonne question, et je pense qu'il ne sera... Alors, il sera All-Star, je pense, mais pas forcément starter. Et pour moi, je vote pour le All-Star, pour être clair. Je vote évidemment pour Jalen Brunson, mais pour moi, il y a d'autres meneurs qui méritent. Alors, pour moi, la Melo Ball, je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est un joueur qui est formidable, vraiment très très bon basketteur, qui pour moi ne coche pas forcément les critères qui devraient l'envoyer au All-Star Game. Maintenant, c'est un concours de popularité, donc j'accepte que ce soit un joueur populaire et que les gens prennent plaisir à le regarder. Mais je trouve que du côté de l'Est, on a un joueur comme Trae Young qui mériterait d'être All-Star, parce qu'il porte quand même Atlanta avec son acolyte Jalen Johnson, et puis le reste de l'effectif qui est là. Et pour moi, c'est un joueur qui sort une très très belle saison. Donovan Mitchell, meilleure équipe NBA, c'est lui le leader de cette équipe. Des statistiques qui sont vraiment incroyables avec un temps de jeu limité. Donc évidemment, pour moi, il doit être All-Star. Et puis Damian Lillard qui est Damian Lillard, donc effectivement qui a des statistiques toujours aussi intéressantes, et qui porte aussi avec Giannis Milwaukee. Ouais. Donc ça va se jouer entre ces joueurs-là. Maintenant, si Jalen évidemment n'est pas starter,
on va dire en tant que fan de New York qu'on est déçu. Maintenant, les joueurs qui sont en face, à part la Melo Ball, pour moi, il n'y aura pas de scandale de voir un Damian Lillard juste devant lui ou un Donovan Mitchell qui porte la meilleure équipe NBA actuellement. Mais alors attends, du coup, moi je pousse un peu la discussion parce que là tu me parles de Dame, de Donovan Mitchell et de Trae Young qui pour moi réalise des meilleures saisons de Brunson, mais pour moi il y en a un autre qui réalise aussi une meilleure saison de Brunson, c'est Darius Garland. C'est vrai, on Et l'oublie aussi. Mais... si demain il devait y avoir un choix en toute objectivité et que sur la saison qui se fait tu dois envoyer l'un des deux, tu enverrais quand même Brunson? En tant que fan d'Enix, je vais te répondre oui. Non, Maintenant, j'ai dit en toute objectivité. J'ai pas dit en tant que fan d'Enix. honnêtement, si Garland est All-Star et on prend vraiment le scénario où Jalen n'est pas envoyé All-Star Game, de toute façon, il y aura des débats, mais ça ne sera pas un vol. Clairement, pour moi, Ouais. le seul joueur pour Oui, lequel c'est LaMelo. c'est LaMelo pour moi. Parce que oui, LaMelo, il enchaîne des statistiques qui sont complètement dingues, il sort des gros matchs. Maintenant, on regarde les pourcentages. Est-ce qu'ils sont si excellents que ça? Je suis pas sûr. Et puis, pour quel bilan, en fait? Compiler des matchs à 30 points, 7 rebonds, 8 passes, c'est très, très bien. Maintenant, quand tu es dans les bas-fonds de la conférence, est-ce que si tu envoies Jalen Brunson dans l'équipe de LaMelo, il sera tout à fait capable de sortir ces stats-là, Ouais. voire peut-être de faire mieux? C'est un concours de popularité, il faut l'accepter. Si Jalen Brunson n'est pas All-Star, j'ai envie de dire, en tant que fan des Knicks, c'est pas grave. Nous, on sait ce qu'il vaut. Et puis, Bien sûr. nous, on attend la post-season pour s'enflammer et on n'attend pas le All-Star Game. Donc, ce genre de débat, c'est assez amusant parce qu'on aime, voilà, on aime tous en discuter, on aime tous poser nos coups de gueule, nos coups de cœur, etc. Mais voilà, Kat, je pense, il sera. Jalen Brunson, Ouais. j'espère qu'il y sera. Maintenant, s'il y est pas, il se reposera. Ça lui Alors, fera, ce sera peut-être pas plus mal. voilà. Ouais. Ouais, non, en 4, je pense qu'il n'y a aucun débat. Mais tu vois, j'ai encore plein de temps. C'est rigolo parce que je maintiens que la conférence Est reste radicalement inférieure en termes de niveau de jeu global à la conférence Ouest. Et pourtant, quand on regarde le nombre de meneurs de jeu qui pourraient être All-Star à l'Est, c'est-à-dire que là, on a cité les meilleurs. Quand on regarde la saison d'un Cade Cunningham, quand on voit l'évolution aussi au cours de la saison de Tyrese Haliburton qui recommence à devenir un joueur de basket très intéressant, quand on voit aussi ce que fait Tyrese Maxey, c'est vrai qu'il y a une quantité de guards vraiment très bons en fait à l'Est. Donc ouais, non, ce sera à suivre, mais comme tu le dis, s'il n'y est pas, il n'y a rien de dramatique, ça lui fera un peu de repos et ça comblera le manque de repos que lui donne Thibodeau. Je te propose qu'on parte sur les projections un petit peu, Chapi. Le All-Star Break arrive. Globalement, les Knicks sont encore troisième de la conférence Est. On traversait un moment un peu plus compliqué, mais commence à renouer avec la victoire. Je vais te donner les 5 prochains matchs des Knicks qui sont plus qu'intéressants et j'aimerais que tu me donnes un bilan. Donc, réception d'OKC, réception de Milwaukee, réception de Détroit et voyage à Philadelphie. Et enfin, je donne les deux d'après qui sont quand même intéressants. Tu reçois Minnesota et Atlanta. Allez, donne-moi un bilan sur ces 6 matchs. Alors là, c'est vraiment très, très compliqué. Tu m'envoies Celle-là, dans les... elle est Non, pas ouais. simple, celle-là. Hein. Non, elle est pas simple du tout. Surtout que, et j'ai envie de dire, avec les Knicks, c'est jamais fait, en fait. C'est-à-dire que on n'a aucune certitude sur le calendrier. Alors, l'avantage, c'est qu'on joue beaucoup de matchs à domicile sur ce mois de janvier. On reçoit OKC, on reçoit Milwaukee, on reçoit Détroit, comme tu l'as dit, sur les 3 prochains matchs. Maintenant, OKC, j'ai pas besoin de vous présenter cette équipe qui nous a déjà battus il y a quelques jours. Maintenant, on est au Garden, donc j'espère aussi voir du répondant. Si on veut espérer voir une post-season à la hauteur de nos espérances, on se doit de prendre ce match. Maintenant, Milwaukee, même chose, c'est un adversaire potentiellement qu'on retrouvera en playoff. On se doit aussi de marquer les esprits. Donc, tu te dis, ce sont 2 matchs qu'il faut absolument prendre. Donc, si je pars du principe qu'on prend ces 2 matchs-là, on perd contre Détroit. Tu vois, par exemple, moi, je raisonne comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas enchaîner 2 matchs de très haut niveau comme ça. Donc, sur ces 3 premiers matchs, on sera en 2-1. Maintenant, je vais peut-être me tromper. On perdra contre OKC. On prendra les 2 suivants. Mais je nous vois en 2-1. Philadelphie, j'ai envie de dire, on regardera qui seront présents du côté de Philadelphie parce que c'est une saison compliquée. Je pense qu'on se doit d'aller chercher ce match là-bas, clairement. Que Joel Embiid soit présent ou pas, on a peut-être quelques petits comptes à régler avec cette franchise de Philly que j'apprécie au demeurant, mais voilà, il faut aller gagner là-bas. Minnesota et Atlanta, tu dois les prendre. Tu dois les prendre aussi. Donc, en fait,
il faut aussi être pragmatique. On va lâcher des matchs sur cette série. On n'est pas au mieux. Notre banc n'est pas forcément revenu. Donc allez, sur ces 5 que tu m'as cités, on va dire, parce que je reste toujours quelqu'un d'optimiste, 3-2. Allez. 3-2, en espérant que cette vidéo ne vieillisse pas trop mal non plus. Je prends des risques. Non, j'ai envie d'être positif et de me dire, voilà, 3-2. Mais si c'est du 2-3, ben oui, c'est perdre contre OKC et Milwaukee, c'est possible aussi. Je veux dire, Oui, c'est et des puis très belles équipes et nous, on n'est pas au mieux. Donc, c'est clair. Et puis ce sera un de honte. Et puis de toute façon, à la suite de ces 6 matchs, tu as la chance d'aller à Brooklyn. ouais. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. De toute façon, l'objectif, comme on le disait, hein, c'est de maintenir l'avantage du terrain pour la fin de saison, de rester top 4 et potentiellement d'essayer d'éviter Boston en demi-finale de conf, même si je pense pas que les Cavs et les Bucks soient non plus si faciles à jouer en playoff. Ce sera à voir. Écoute, Chapi, c'est vraiment cool de t'avoir eu sur la chaîne de Coast to Coast. Franchement, c'était bien cool de parler des Knicks avec toi. Je serais très très chaud qu'on refasse une petite vidéo dans quelques temps pour voir si on n'a pas dit trop de bêtises. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est toujours appréciable. N'hésitez pas vous aussi à nous donner votre avis sur ce début de saison des Knicks, sur ce qui vous a plu, ce qui vous déplaît. Est-ce que Thibodeau est un tortionnaire de joueurs? Est-ce que Thibodeau est un bon coach qu'on doit respecter? Est-ce que Jalen Brunson est surcoté? Enfin bref, plein de sujets très intéressants. Est-ce que Karl Anthony Towns a l'un des pires contrats de la NBA? Petite dédicace aux copains de Trash Talk. Enfin bref, plein de sujets. Donc n'hésitez pas à venir débattre avec nous, à venir débattre avec Chapi et de venir l'écouter aussi sur ces spaces du mardi. C'est très très cool de pouvoir discuter basket. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, un très bon week-end de NBA et je vous dis à très très vite.